Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio ici maintenant par Île-de-France, ici maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet. Le magazine Santé et Spiritualité aujourd'hui est avec Sobi Lévy-Dibochi. Sobi, bonsoir à toi. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Merci, ça va. Je dis bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Sobi, tu es coach notamment. Est-ce que ce terme te convient d'ailleurs? Oh oui, parfaitement, parfaitement. Alors qu'est-ce que veut dire coach, entraîneur? C'est-à-dire c'est quelqu'un en réalité qui ne fait que rappeler à l'autre ce qu'il sait déjà au bon moment. Au fait, nous avons tous des ressources insoupçonnées en nous et nous avons oublié que nous les avions. Et puis le travail du coach, c'est de les rappeler à travers des procédures, des méthodes et probablement aussi par des façons de procéder en étant un modèle de temps en temps. Donc, de temps en temps, de temps en temps. C'est-à-dire, on n'est pas constamment tenu à être parfait. Voilà. Et de temps en temps, nous avons aussi nos erreurs. Et la beauté du coach et la force du coach, c'est de savoir s'accepter dans toute situation, dans toutes circonstances, et surtout accepter aussi ses défauts, ce qu'on appelle des défauts, parce que les défauts ne sont pas des défauts, c'est-à-dire ses attributs, ce que j'appelle. Voilà. Alors, ces défauts ou ces attributs, finalement, comment se fait-il qu'on se juge à ce point-là? Si le coach nous ramène à ce que l'on est, nous rappelle ce que l'on sait déjà, pourquoi est-ce si difficile? Combien de couches avons-nous pour devoir nettoyer, polir l'être, j'allais dire non pas parfait, mais peut-être l'être dans toute son acceptation de ce que l'on est, tout simplement? Eh bien, on passe toute sa vie à se nettoyer sans jamais y parvenir, mais en évoluant toujours. Le but de la vie, c'est justement d'évoluer. Ce n'est pas de stagner. Et heureusement d'ailleurs, parce que ce serait vraiment, vraiment très robotisé si on avait un idéal auquel on devait tous tendre et qu'il y avait un seul moyen d'y arriver. La vie ne serait pas du tout avec une saveur telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ce qui est beau dans la vie, c'est justement c'est la surprise, c'est cette façon de pouvoir toujours avoir quelque chose d'inattendu qui permet de pouvoir voir autre chose et de pouvoir avancer. Et c'est le but justement, c'est d'avancer. Que ce soit sur le plan sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan social, sur le plan relationnel, sur le plan religieux, spirituel, communautaire, sur tous les plans. On peut élargir de plus en plus. Et il n'y a pas de limite à cela. Alors c'est intéressant que tu abordes ce côté-là. Il est à constater, puisque tu parles de robotiser, si effectivement on devait ne plus être dans cette action, notre société, par la société de consommation, on va dire, aurait tendance justement à faire en sorte d'anesthésier un petit peu cette action, cette acceptation au changement. Donc on aime bien nos repères, que ça soit pour métro, boulot, dodo, hein, c'est ce qu'on dit, mais on se lève le matin généralement à la même heure, on va faire la journée en sachant déjà à l'avance ce qu'on a à faire. Nous avons travaillé, fait des études pour ça, pour avoir telle ou telle qualification. La fin de la journée arrive, alors qu'on soit célibataire ou en couple, eh bien il y a les habitudes. Je regarde la télé, le match de foot, peut-être de l'information. Je vais m'occuper des enfants, leur donner à manger, les laver, me coucher. Bref, lorsqu'on part en vacances, un autre exemple, on aurait tendance en tant qu'occidentaux à désirer choisir, partir en majorité dans des clubs, des hôtels où tout est encadré, bien formaté, je dirais d'une manière générale. Donc la place à l'inconnu que tu mets en avant, la place je sais pas, la chose qui arrive comme ça, qui nous surprend. On n'est plus habitué. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va partir en vacances dans un cadre bien particulier où il y a les visites de toute la journée avec le guide, etc., on retiendra généralement ce qui est arrivé qui n'aurait pas dû arriver. Ah, dis donc, je suis parti en vacances avec tel club, t'aurais dû voir ce qui est arrivé telle journée, et il s'est passé un événement incroyable qui des fois généralement dérange, mais d'un autre côté, c'est ce qu'on retient le plus. Effectivement. Alors, tout d'abord, je suis absolument pour les petites habitudes. C'est-à-dire, il est important d'avoir son métro, boulot, dodo, savoir ses habitudes et surtout, quand on veut aller quelque part, de pouvoir le prévoir
et le planifier. Je suis d'ailleurs dans mon coaching, la première des choses, je définis et je démontre comment un objectif c'est très important, comment le cerveau se débrouille inconsciemment pour tout faire pour arriver à un objectif bien fixé. Ça, c'est très important. Maintenant, par exemple, quand les gens viennent chez moi aussi pour un souci spécial, que ce soit pour faire de l'hypnothérapie ou pour faire une séance, quelle qu'elle soit, de thérapie, je prépare très très bien la séance. Et 80% du temps, ce n'est jamais ce que j'ai préparé. Alors pourquoi je prépare? Parce que quand j'ai préparé, une personne me dit je viens parce que j'ai des phobies, une autre personne me dit parce que ça va pas avec dans le boulot, ou une autre personne me vient parce que elle se sent triste, déprimée, peu importe, et je pose des questions, je prépare les procédures, tout ça. Alors pourquoi je prépare? Parce que quand j'ai préparé, j'ai fait fonctionner mon cerveau et mon inconscient sur toutes les possibilités que je connais. Et à partir de ce moment-là, quand une possibilité toute nouvelle arrive, eh bien, je suis complètement libre pour pouvoir travailler selon mon intuition. Et c'est ce qui marche le mieux. Mon intuition, elle est totalement libre. Elle n'est pas en train de chercher dans les procédures et dans les techniques pour pouvoir aider la personne. Et ça, c'est très important. Il n'y a rien qui puisse remplacer une bonne intuition. Par contre, il n'y a rien aussi qui puisse remplacer une excellente préparation. Et c'est la raison pour laquelle quand on va en voyage, etc., on s'est préparé, on a tout préparé quand on va y aller, quand on va revenir, etc. Et on est tout ouvert. On est tout ouvert à des surprises. Et la surprise est d'autant plus intéressante qu'elle est inattendue. Il faut un peu d'inattendu. Et j'ai toujours dit qu'un peu de poivre, c'est bon. Mais beaucoup, c'est discutable. Alors, effectivement, j'imagine, je ne peux faire qu'imaginer que ceux qui viennent à toi sont peut-être soit dans des excès dans l'un, soit dans des excès dans l'autre. Donc, soit avoir la tête dans les étoiles, être connecté énormément à l'intuition, mais par contre, pour ce qui est du pragmatisme, prévoir les choses courantes à gérer, comptabiliser, etc., c'est plus difficile. Et puis à l'inverse, il y en a beaucoup qui arrivent très bien à gérer leur quotidien, mais par contre, qui sont très rigides, et quand il arrive cet événement imprévu, sont dépassés, sont dépourvus, ne savent pas comment gérer justement cet élan-là. Quand tu parles d'intuition, comment tu pourrais donner une autre définition? Justement, ça ne se définit pas trop. L'intuition, c'est quelque chose qui est en nous. En fait, c'est une sorte de connexion que nous avons d'inconscient avec un autre inconscient qui est celui de l'univers. On est tous interconnectés. Et ça, d'ailleurs, je vais peut-être vous le prouver aujourd'hui. Je l'ai déjà prouvé dans une précédente émission. On est tous interconnectés. Et en réalité, ça part un peu de la Bible, un petit peu. Demande et tu recevras. En réalité, il suffit de demander quelque chose à l'univers et l'univers vous répond toujours. Il y a toujours une réponse. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'écoute pas toujours. Ça, c'est la vérité, mais quand on demande vraiment, on reçoit la réponse. Et c'est un peu ça l'intuition, c'est le fait de sentir les choses, d'être connecté aux autres, de sentir ce qu'il faut au bon moment. Et si on n'a pas vraiment beaucoup de problèmes, on est capable de l'avoir très facilement. On a tous des intuitions dans différents niveaux. D'ailleurs, il y a des intuitions aussi qui marchent beaucoup mieux chez une personne dans un sens professionnel, mais peut-être personnel non, mais communautaire non, social non, mais plus pointu. Il y a des gens qui ont des intuitions au niveau technique qui sont excellents. Il y a des gens mais par contre au niveau relationnel, ça va pas du tout. Donc il y a différentes intuitions. C'est parce qu'ils ont appris à se connecter avec tout cet inconscient collectif de façon beaucoup plus aisée au niveau technique pour réparer un ordinateur, trouver une solution à un logiciel. Mais quand il s'agit de problèmes sociaux, ils se heurtent toujours. Et là, bon, alors, il y a aussi un vécu, des croyances qu'il faut retravailler pour se sentir plus à l'aise. Voilà. Quand tu nous parles de cet inconscient collectif, alors c'est intéressant parce que les psychothérapeutes ne savent toujours pas ce qu'est l'inconscient collectif ou ce qu'est l'inconscient. De toute façon, quand tu nous parles de nous connecter à notre intuition, c'est ce que tu aides à faire développer chez les personnes, à être beaucoup plus en contact justement avec le ressenti. Comment est-ce que ou quels outils justement utilises-tu? Quel outil proposes-tu? Alors, tout d'abord, il faut savoir que Freud, par exemple, qui a parlé de l'inconscient,
il l'a jamais défini dans toute sa littérature. Personne n'a trouvé chez Freud ce que c'était la définition de l'inconscient. Alors de là à parler de l'inconscient collectif, c'est encore une étape au-dessus. Alors pour faciliter les choses, parce qu'on ne va pas passer, des heures entières à philosopher, nous savons aujourd'hui, à travers des études assez poussées, que tout ce qui nous arrive de façon consciente est déjà élaboré environ 400 millisecondes par l'inconscient. Donc, c'est quelque chose auquel la personne en elle-même n'a pas accès. C'est quelque chose qui est par définition inconscient. Alors, vous pouvez accéder à mon inconscient. Moi, je peux accéder à votre inconscient, une partie, je veux dire pas tout, une partie de votre inconscient, mais vous-même, vous aurez toujours des difficultés d'accéder à votre propre inconscient parce que puisque c'est l'inconscient, votre inconscient qui va alimenter votre conscient, il va quand même pas donner à ce conscient les moyens de pouvoir le contrôler. C'est pas possible. Donc, et puis l'inconscient, tel qu'il est défini par Freud et par Jung et par les autres aussi, il a pour mission celle de défendre l'ego, de nous défendre, de nous permettre de survivre à sa façon. Il se trompe très souvent, mais à sa façon. Bon, et il réussit dans la majeure partie des cas, puisqu'on est toujours là, mais à sa façon, il se trompe. C'est ce qui fait que ça crée des maladies, des problèmes, des malaises, etc. Alors, pour y accéder, il y a des outils. Il y a des outils qui nous viennent depuis très longtemps, comme l'auto-hypnose. Donc, l'auto-hypnose nous permet, si elle est bien menée, nous permet d'accéder à notre inconscient et de façon très aisée de nous permettre d'évoluer vers ce que nous voulons. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde peut apprendre et tout le monde peut faire. Alors, d'autres outils, ça va être par exemple la PNL, la programmation neurolinguistique. La programmation neurolinguistique aussi va nous permettre aussi d'accéder à l'inconscient. Alors, pour l'inconscient collectif, là, on est plus du côté de Jung. Jung, si vous voulez, qui était le disciple de Freud et que Freud allait lui donner la suite des opérations. Il l'avait nommé même comme étant son successeur. Et puis ensuite, il s'est séparé de lui parce que quelque part, Jung, il est parti vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus global avec l'inconscient collectif qui englobe toute cette notion d'âme, toute cette notion de connexion entre les gens, entre les êtres, et aussi les archétypes qui ne sont pas reconnus par Freud. Et Jung, il avait des réponses pour tout ce qui était télépathie, tout ce qui était, appelé entre guillemets farfelu, si vous voulez. Tandis que Freud, même s'il a reconnu quelque part des choses au niveau de la télépathie, il n'a jamais vraiment théorisé là-dessus. Jung a théorisé, il a réussi à mettre en place tout un ensemble de procédures et de connaissances et de symbolismes qui sont extrêmement puissants et qui marchent très très fort. Je les utilise énormément dans ce que j'appelle l'hypnose humaniste, où des personnes viennent avec un masculin qui est un peu, si vous voulez, on est tous, selon le concept de Freud, de Jung, pardon, nous avons tous un masculin et un féminin. Si on était uniquement masculin, si on est un homme, on est extrêmement violent, brutal, rationnel, aucune créativité, tout ça. Ce qui nous tempère, ce qui nous rend un peu plus vivable en tant qu'homme, et ce qui nous lisse, c'est tout le côté féminin, qui nous rend plus intuitif, plus créatif, qui nous rend beaucoup plus souple et pas brutal, etc. Ça, c'est le côté féminin. Donc, quand il y a une perturbation entre le côté masculin et le côté féminin, eh bien, la personne se sent mal à l'aise. Alors, il y a par exemple des procédures qui sont basées sur ces théories de Jung, en hypnose humaniste, où la personne, elle change carrément son féminin et son masculin. Elle les réinstalle. Et je peux vous dire, ça ne prend pas des années, ça prend peut-être 3-4 séances à tout